Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, ce podcast va parler du lien entre disparition mystérieuse et dimension synthétique. Mais pas seulement. Vous allez voir que ça va être un podcast inédit qui va être relativement large. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que l'on organise une conférence en présentiel à Paris le samedi 4 janvier 2025 de 12h à 18h sur le thème du reset et des aspects occultes du reset. Donc ça va aller très très loin puisqu'on va montrer que tout ce qui correspond au reset est un énorme rituel qui est connecté aux IA, qui est connecté aussi à d'autres technologies, notamment au CERN, et on va voir que derrière tout cela, il y a une envie d'incarner certaines entités dans la matière. Et pendant la conférence, je parlerai plus longuement de ces entités qui sont à l'origine, pour moi, de la fausse création. Donc, ça va être vraiment une conférence en présentiel très intéressante qui durera 6 heures et qui aura lieu à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4. Sachez également que le dimanche 5 janvier 2025, donc le lendemain de la conférence en présentiel à Paris du 4 janvier 2025, on organise une visite guidée conférence sur le lien entre les plasmas et les systèmes de croyances. Et on verra que de nombreux systèmes de croyances sont basés sur ces plasmas qui sont en fait des entités qui manipulent la perception des humains et qui utilisent nos pensées pour se matérialiser dans le monde physique. Donc le lieu de rendez-vous sera la chapelle de la rue du Bac, Paris 7e, métro rue du Bac, à 13h. Donc ça va être une conférence, vraiment une visite guidée conférence, vraiment intéressante et en plein air. En cas de pluie, on a prévu que la conférence ait lieu dans un café. Donc, pour le week-end du 4 janvier, 2 conférences différentes. Samedi 4 janvier 2025, une conférence en présentiel classique à Paris, au Café d'Orléans, de 12h à 18h sur le thème du reset et des aspects occultes du reset. Le dimanche 5 janvier 2025, une visite guidée, conférence sur le thème des plasmas et de leur influence sur le système de croyance. Et on verra que les plasmas sont un des constituants essentiels de cette fausse création. C'est ce qu'on peut appeler la matière noire. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Et aujourd'hui, on va parler de disparition mystérieuse. Parce que c'est un thème que j'étudie énormément avec la cryptozoologie. Et c'est un thème qui est d'ailleurs connecté à un certain niveau avec la cryptozoologie. Les disparitions mystérieuses, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent, comme en témoignent les livres de David Paulides. Donc il a écrit maintenant une dizaine de livres sur les disparitions aux États-Unis, dans les parcs nationaux, mais pas seulement, ainsi que dans le monde entier. Il y a aussi une autre chercheuse, Gemma Jade, qui a écrit des livres en plusieurs volumes, Gone, sur les disparitions mystérieuses, et qui sont vraiment de très très bonne qualité, parce que c'est une médium qui donne son ressenti sur les disparitions mystérieuses. Et le phénomène des disparitions mystérieuses, dont on a déjà parlé, c'est des milliers et des milliers de personnes
chaque année. Par exemple, rien qu'en France, il y a à peu près 10 à 15 000 disparitions inexpliquées. Même plus, 20 000 je crois, peu importe. Aux États-Unis, c'est énorme. Aux États-Unis, c'est à peu près 100 000 disparitions inexpliquées. Et ça, c'est des chiffres tout à fait officiels. Donc, certaines de ces personnes qui disparaissent sont bien évidemment des gens qui veulent tout simplement partir, recommencer à zéro, mais c'est extrêmement minoritaire. Ça, c'est clair, c'est quelque chose qui est rare. Puisque quand des gens ont des vies qui sont des vies qui sont des vies normales, des vies joyeuses, quand ils sont en famille, quand ils ont un travail, ils n'ont aucune raison de partir. Donc, une grande partie de ces disparitions, moi je dirais la grande majorité, reste totalement inexpliquée. Donc, il y a une connexion de ces disparitions avec les réseaux sataniques. Les réseaux sataniques qui sont derrière énormément de choses comme ça, comme le montre le travail de Jay Parker, par exemple, comme le montre aussi le travail de Cathy O'Brien, le travail aussi de Doc Marquis et de personnes comme Alexandre Le Breton. Ça, j'en ai beaucoup parlé sur le site www.au-delà-de-l'illusion.fr et sur ma chaîne Odyssée. Donc, je ne vais pas y revenir dessus ici. Ici, je vais parler des disparitions qui sont connectées à des entités non humaines, qui sont connectées à des phénomènes comme des vortex, qui sont connectés à des glissements dans le temps. Et je vais surtout m'attarder sur des disparitions qui sont connectées à des entités mystérieuses. Donc, avant d'émettre des hypothèses par rapport à ces disparitions, je vais présenter quelques cas. Donc, oui, c'est ça. Avant même de présenter des cas, il y a des disparitions qui sont liées à des abductions. Puisqu'un des tabous parmi les chercheurs spécialisés sur les abductions, c'est que les personnes sont enlevées, et la plupart des abductions sont physiques, ça c'est évident, comme en témoignent les traces sur le corps, comme en témoignent les radiographies d'implants, les analyses du docteur Rogeler, qui a même analysé des implants, le travail du docteur David Jacobs. Le fait aussi que lors des abductions, beaucoup de personnes ont disparu. Donc la plupart des abductions sont physiques, même s'il y a des abductions en astral, et que lors d'abductions en corps physique, il y a des expérimentations sur le corps astral. Mais les abductions sont globalement un phénomène physique. Des personnes sont enlevées de leur environnement et vont subir des expérimentations, au moins aux mains d'entités non humaines qui travaillent parfois avec le CMI. Et ces expérimentations sont connectées au vampirisme psychique, à l'extraction de louches. Ce sont aussi des expérimentations qui sont connectées à cette production d'hybrides issus des programmes d'abduction qui sont en train d'infiltrer la société, comme en témoigne le travail remarquable du reste du docteur David Jacobs et d'autres chercheurs, et ça, beaucoup de témoignages de la présence de ces hybrides nous sont parvenus et sont parvenus à d'autres chercheurs. Donc ça, c'est une certitude absolue. Mais derrière les abductions, il y a aussi un phénomène de disparition. Ça, c'est clair. Énormément d'abductés ne reviennent pas. De toute façon, les abductés, c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent. C'est des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes dans le monde. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent et il y en a de plus en plus.
Et parmi ces abductions, donc il y en a un petit pourcentage qui ne reviennent pas. Donc ça peut se chiffrer même en millions d'abductés qui ne reviennent pas. Si c'est des centaines de millions et qu'il y en a 1% qui ne reviennent pas, c'est des millions de disparitions dans le monde qui sont connectées aux abductions. Donc ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Des survivants du programme spatial secret qui est connecté aux abductions et qui est en fait un programme de voyage dimensionnel ont très clairement expliqué que les entités non humaines enlèvent des humains et font tout un commerce avec l'humain, mais aussi avec l'âme humaine. Et n'en déplaise à ceux qui sont dans le trip de la Confédération Galactique, les entités qui disent faire partie de la Confédération Galactique participent à ces abductions et à ce trafic intersidéral d'êtres humains. Puisque en fait, ce sont les mêmes entités qui tantôt vont se manifester comme des entités d'apparence non humaine, tantôt elles vont se manifester comme des entités d'apparence humaine. C'est la manipulation de la fausse lumière. Par exemple, on a parlé récemment à une abductée qui a subi donc des abductions aux mains de la Confédération Galactique, et c'est absolument abominable. Ce sont des créatures qui sont non humaines et qui modifient leur apparence par leur technologie pour se faire passer pour des humains. C'est connecté au programme du faux sauveur externe, c'est connecté au projet Bluebeam, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et Georges Cavassilas, un contacté australien, a expliqué dans les années 2000, il y a une vingtaine d'années, que la Confédération Galactique s'est connectée aux entités non humaines. C'est les entités de la fausse lumière. Donc, toutes ces entités participent aux abductions. Et dans certains cas, les personnes ne reviennent pas des abductions. C'est un des grands tabous de cette recherche ufologique, c'est qu'il y a des disparitions définitives qui sont connectées aux abductions. Des chercheurs comme Lon Strickler ont fait des études sur le sujet, et c'est quelque chose qui est absolument, voilà, c'est quelque chose qui est dramatique. Lon Strickler avait parlé à une institutrice et à sa mère. Donc l'institutrice avait une trentaine d'années, la mère avait 60 ou 70 ans, et cette institutrice américaine vivait avec sa mère. Et elle vivait des phénomènes de type apparition de lumière, de type missing time, très classique des abductions. Donc, les deux dames ont contacté Lon Strickler. Lon Strickler est allé les voir, où les deux dames ont parlé d'expériences d'abduction, des scénarios d'abduction classiques, avec des épisodes de missing time, avec aussi des souvenirs conscients, puisque contrairement à la croyance populaire, beaucoup d'abductés se rappellent de ce qu'ils vivent, simplement ils ne veulent pas en parler. Et donc, Lon Strickler devait reprendre contact avec ces deux abductés, et finalement, elles ne reprennent pas contact avec lui. Donc, quelques temps plus tard, la mère appelle Lon Strickler, ou Lon Strickler appelle la mère pour prendre des nouvelles. Et là, la mère lui explique que la fille a disparu, qu'un jour, il y avait des phénomènes lumineux, des lumières multicolores autour de la maison, que la fille est montée à sa chambre pour regarder, que ensuite la porte de la chambre s'est fermée, et que globalement, la fille avait disparu. Donc, la mère a contacté les autorités qui ont dit que la fille, et c'est l'explication
classique, avait voulu partir, qu'elle en avait marre de sa vie, alors que c'était quelqu'un qui avait une trentaine d'années, qui était bien intégré dans sa communauté, qui était passionné par son travail. C'est un cas typique de disparition définitive connectée aux abductions. Simplement, c'est quelque chose qui est totalement tabou dans la recherche ufologique. Pourquoi c'est tabou comme ça? Tout simplement parce qu'il y a le poids de plus en plus grand du New Age qui veut que toutes les abductions soient belles et roses. Or, par définition, il n'y a rien de beau et rien de rose avec les abductions. C'est vraiment une violation de la souveraineté de l'être humain et du consentement et du libre arbitre. Donc ça, c'est très important à comprendre. Tom Lyons aussi a rapporté des cas d'abductés qui ont vu des humains se faire désintégrer lors d'abductions, littéralement désintégrer. Et ça, c'est typique des expérimentations de ces entités non humaines. Donc, il y a des disparitions et des phénomènes de mutilation qui sont connectés aux abductions, comme le montre le très bon documentaire de Richard D. Hall. Donc, ça, c'est un énorme tabou. David Paulides, du reste, a fait un film. David Paulides a fait un film récent sur les disparitions mystérieuses, où pour la première fois, il fait le lien très direct entre abduction, disparition mystérieuse et ovni. Donc ça c'est vraiment très très important. Et il se base sur des abductions qui ont eu lieu à des endroits où il y a des clusters de disparition. Et c'est vraiment un film que je vous recommande parce que c'est très très intéressant et c'est vraiment un travail de talent. La seule chose qu'on peut reprocher à David Paulides, c'est parfois d'être un petit peu froid, un petit peu distant par rapport. En fait, on peut reprocher à Paulides de ne pas tirer de conclusion, mais là, on voit bien qu'il a vraiment compris le lien entre, je dis bien, certaines disparitions et les phénomènes d'abduction. Et après, il fait témoigner des agents du FBI, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, on voit bien cette connexion entre abduction et disparition mystérieuse. Et les disparitions mystérieuses sont aussi connectées aux pensées intrusives. Donc, dans les années 80, on est aux États-Unis, il y a un jeune garçon, donc d'une trentaine d'années, qui est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la finance. C'est quelqu'un pour qui tout réussit. C'est quelqu'un aussi qui est extrêmement spirituel et qui aimait participer à des rassemblements New Age. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans des rassemblements New Age, il y a beaucoup d'invocations qui sont faites par certains gourous New Age et ces invocations vont attirer des entités non humaines. Et comme ces entités sont extrêmement manipulatrices, on le verra du reste dans cette conférence, dans cette visite guidée conférence que je donnerai sur les plasmas qui sont un type d'entité, beaucoup de personnalités New Age qui sont des channels et des gens comme ça, sont authentiques dans le sens où ils sont en contact avec des entités non humaines, mais ils succombent à la manipulation de ces entités non humaines qui se font passer pour des êtres de lumière, pour des guides spirituels. Ces entités vont très souvent manipuler ces chefs New Age à penser
chefs entre guillemets, parce que c'est souvent beaucoup d'ego, de gens qui sont manipulés par des entités. Et ces gens-là vont penser qu'ils ont des pouvoirs psychiques, qu'ils sont des espèces de gens, qui sont des personnes choisies et tout ça, alors qu'en réalité, pas du tout. Ils sont en contact avec des formes de vie non humaines qui les manipulent. Et ces formes de vie non humaines vont ensuite leur transmettre des invocations, et ces invocations vont en fait avoir une vibration qui ouvre des portes dimensionnelles. Donc c'est quelque chose qui est très certainement arrivé à ce jeune Américain. Ce jeune Américain, à la fin des années 80, fréquentait un petit peu les séminaires New Age, surtout en Arizona, à Sedona, et dans d'autres endroits, mais surtout connecté à Sedona, vers le Nouveau-Mexique et tout. Donc, un jour, c'est aussi quelqu'un qui est très stable dans son travail, quelqu'un de très tranquille, quelqu'un de très, ce qu'on peut appeler quelqu'un de très cool, qui ne se prend pas la tête. Et lui, il invitait souvent des amis après son travail pour faire des soirées. Mais pas des soirées où il y a de la fête, pas des soirées où il y a de l'alcool ou d'autres choses, des soirées extrêmement tranquilles, des soirées de discussion, de rigolade aussi, où il y a un verre de vin un verre de vin de temps en temps, voilà, et un bon repas, des soirées assez chic de discussion entre amis. Et un jour, il avait organisé une de ces soirées, et là, il y a un de ses amis qui commence à regarder les clubs de golf de ce garçon. Et quand l'ami touche les clubs de golf, le garçon se met en colère et commence à attaquer son ami. Il lui met un coup de poing dans la figure, il lui fait saigner le nez et tout. Il se met en colère, ce qui est totalement pas caractéristique de lui. Et ça va à un point où il sonne complètement son ami. Donc ensuite, l'ami se remet. Au bout d'un certain temps, les deux jeunes se réconcilient, mais le jeune homme qui a fait ça, il se sent... Donc, suite à cette dispute, le garçon est extrêmement triste parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Surtout que c'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un de très aimé, de très sympathique, qui est connu pour sa sympathie. Donc, comme il se dit qu'il est surmené. Et il décide d'aller, pour se détendre, faire une retraite spirituelle dans le désert du Nouveau-Mexique, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Donc il prend sa voiture et il part. Et il dit à sa famille qu'il sera de retour dans une semaine. Pourquoi? Parce qu'il est le témoin de mariage d'un de ses amis. Donc c'est une occasion très importante pour lui. Et quand arrive le mariage, le jeune homme n'arrive pas. Et après, quand c'est le travail qui reprend, les collègues de travail ne le voient pas. Donc les collègues de travail et la famille du jeune homme préviennent les autorités parce que c'est pas caractéristique de lui. Et surtout que c'est quelqu'un qui est très impliqué dans son travail, très impliqué avec ses amis. Donc là, des recherches sont menées et sa voiture est retrouvée au Nouveau-Mexique à côté d'une route 80. Et là, toutes ces affaires personnelles sont là. Et il y a une inscription un petit peu bizarre que je vais vous lire. Il pense que le mot est dans le coffre. 6 couteaux dans la chambre de robe. Vous achetez votre thé et vous prenez vos chances. Halloween. C'est exactement ça. Je l'ai traduit de l'américain et c'est exactement ça. Donc c'est extrêmement cryptique, extrêmement bizarre, tout à fait pas caractéristique de lui. Ensuite, une suite de Fibonacci. Donc suite de Fibonacci, c'est ce qui définit cette matrice, c'est un des codes
de la matrice qu'on retrouve un petit peu partout là, sur le sol du sable du Nouveau-Mexique. Vraisemblablement, le jeune homme a dessiné une suite de Fibonacci. Simplement, il a remplacé le 21 par le 18. Et le 18, c'est 3,6. Donc, il y a énormément de signification. Donc là, les recherches se poursuivent. La région est fouillée et refouillée, d'autant plus que c'est facile de fouiller parce que c'est du désert, c'est très désertique. Aucun corps n'est trouvé, donc le jeune homme est considéré comme disparu. En 1992, quelques fragments du cadavre de ce jeune homme sont retrouvés. Simplement, comme dans beaucoup de cas de disparition mystérieuse, les fragments du corps sont retrouvés donc dans des endroits qui ont été fouillés et refouillés à quelques kilomètres d'où il avait laissé sa voiture. Et ça, c'est vraiment typique des disparitions mystérieuses, comme si la personne est enlevée et ensuite ramenée des années plus tard. Et ça, c'est typique, ça fait partie du jeu des entités non humaines. Donc on peut penser que le jeune homme, lors d'un de ses séminaires New Age, s'est fait intruser, s'est fait interférer par des entités qui, via les pensées intrusives, l'ont ensuite manipulé à se rendre dans le désert pour ensuite l'enlever, expérimenter sur lui et le laisser sur place. Donc c'est absolument abominable, mais ça fait partie du jeu abject de ces entités. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent avec ces entités. Souvent, avant des disparitions connectées à ces entités, les personnes vont avoir des comportements qui ne sont pas du tout cohérents. Et ça, c'est typique des pensées intrusives, c'est typique des interférences, comme si leur esprit se faisait court-circuiter par les entités et que les entités les manipulaient à aller à un endroit donné. Et c'est très certainement ce qui est arrivé à ce jeune homme. Et ce cas n'est pas sans rappeler un autre cas de disparition qui a eu lieu donc au début des années 2000. Là, pareil, c'est un jeune homme très équilibré qui est un étudiant. Et c'est un étudiant qui s'intéresse beaucoup aux jeux de rôle, qui s'intéresse beaucoup aussi à la mythologie et aux choses comme ça. C'est aussi un étudiant très sérieux. Et un jour, il est dans le Tennessee donc, et il prend sa voiture pour aller à un cours d'espagnol. Et là, il n'arrive jamais à un cours d'espagnol. Donc, sa voiture ensuite est retrouvée au niveau de l'Arkansas, donc un état qu'il ne connaissait pas, où il ne connaissait personne. Là, il y a son espèce de journal intime qui est retrouvé avec beaucoup d'entrées qui parlent d'elfes, donc d'entités non humaines, et plus ou moins de rendez-vous avec des elfes. Et la personne n'a jamais été retrouvée. Donc là aussi, on peut penser que cette personne a été manipulée, interférée par ces entités pour se rendre en Arkansas, où les entités l'ont ensuite enlevé. Et ça, c'est très typique de ces entités. Elles ont la technologie pour enlever directement une personne chez elles, mais ça fait partie de leur jeu, parce que ces entités mettent en scène, elles jouent, elles font tourner en rond. Ce sont des entités que les Amérindiens appelaient les tricksters, et ce jeu pervers avait été compris par les Amérindiens, mais aussi par les penseurs arabo-musulmans qui avaient compris la nature manipulatrice des djinns et le jeu pervers des djinns, et aussi par les Celtes qui avaient compris cette espèce de jeu pervers de la part de certaines fées qui étaient en fait des entités non humaines. Donc là, on voit très bien
que ces entités font tourner des gens avant des disparitions, qu'il y a un lien entre pensée intrusive et disparition, que les pensées intrusives sont utilisées par ces entités non humaines pour que les entités, pour que la personne aille à un lieu donné où ensuite la personne est enlevée. Parfois, la personne est ramenée vivante ou pas par les entités non humaines. Parfois, la personne n'est pas ramenée du tout, puisque ces entités utilisent l'humain et les animaux comme littéralement source de nourriture physique et psychique. On a affaire vraiment à des entités prédatrices. Donc ça explique certaines disparitions. Le lien entre disparition et abduction, le lien entre pensée intrusive et disparition, c'est un lien qui est très clairement établi. Et il y a ensuite d'autres disparitions, et c'est là où ça va vraiment monter d'un cran, où on va vraiment donner des éléments nouveaux qui sont justement connectés à certains types d'entités. Par exemple, il y a un jeune Amérindien dans les années 90. Il avait toujours l'habitude de jouer dans un endroit de la forêt. C'était quelqu'un qui était très proche de la nature et qui allait à cet endroit de la forêt pour un petit peu se détendre, pour un petit peu se reposer, pour être en contact avec la nature. Pendant qu'il était là-bas, donc il y a un jeune qui disparaît. C'est un jeune Amérindien qui se promène dans la forêt et il disparaît. Donc des recherches sont menées par la police de cette réserve amérindienne et aussi par des pisteurs amérindiens qui sont les meilleurs au monde. Il y a aussi le shérif qui intervient, je crois qu'il y a même le FBI qui interviennent, et globalement, ils retrouvent les traces de pas de ce jeune. Donc ils suivent les traces de pas, mais à ce moment-là, il y a d'autres traces très bizarres qui se retrouvent à côté de ces traces de pas du jeune. Puis, d'un coup, toutes les traces de pas disparaissent. Quelques kilomètres plus loin, les traces de pas du jeune réapparaissent, ainsi que les autres traces de pas mystérieuses, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de pas. Toujours est-il que le jeune n'avait jamais été vu. Et puis beaucoup de personnes donc commençaient à dire dans cette forêt que quand ils s'y promenaient, il y avait des voix qui appelaient leur nom. Et ça, c'est typique des phénomènes de mimétisme. Le mimétisme, on le retrouve avant les abductions. Par exemple, un jour, il y avait une jeune fille qui faisait un repas de Thanksgiving, donc dans une autre région américaine. Et toute la famille était réunie, c'était le repas de midi. Et puis, elle entend quelqu'un crier son nom. Donc, elle quitte la maison et elle va dans le jardin de la propriété pour voir qui c'est qui appelait son nom. Et là, elle s'approche et elle voit une souris qui appelle son nom, je dis bien une souris. Donc là, elle ramasse la souris et puis plus rien. Plus rien. Et 3 ou 4 heures plus tard, elle se réveille. Elle est en plein milieu du champ et il fait nuit. Donc elle a très très peur. Elle court chez elle et là, elle voit toute sa famille qui a fini de manger depuis longtemps et qui ne la cherche même pas, ce qui était absolument pas caractéristique de leur part. Et ces voix, c'est typique aussi des abductions. Très souvent, avant les abductions, les abductés sont appelés par leur voix
et il y a des souvenirs écrans. Les abductés vont être fascinés par un animal. Ça peut être une chouette, et la chouette est très liée à l'occulte. Ça peut être un cerf, ça peut être un insecte, peu importe. Mais très souvent, il y a un souvenir écran, et ce souvenir écran masque ensuite une période de missing time où il y a une abduction. Et ça a été constaté même par des gens comme John Mack, Bud Hopkins et David Jacobs, ce phénomène de souvenir écran. Donc les phénomènes de souvenir écran sont extrêmement fréquents lors d'abduction et sont connectés aux entités non humaines. De même que les voix qui appellent, littéralement des voix qui appellent. Et c'est des voix vraiment qui sont externes. C'est comme plusieurs personnes peuvent entendre ces voix. Beaucoup de promeneurs entendent ces voix, et si des promeneurs suivent ces voix, ils disparaissent, ou ils ont des phénomènes de déplacement du temps, des phénomènes de missing time. C'est vraiment connecté aux disparitions, c'est vraiment connecté au missing time, c'est vraiment connecté aussi au glissement dans le temps. Donc, dans cette réserve amérindienne, beaucoup de personnes qui se promenaient, des habitants de la réserve, mais aussi des touristes, des randonneurs, entendaient leur nom être appelé. Heureusement, à part la disparition de ce jeune homme, très peu de personnes disparaissaient. Et donc le jeune Amérindien qui raconte cette histoire, lui, il ne prend pas vraiment compte de tout ça parce qu'il aime beaucoup la forêt. Simplement, quand il va dans la forêt, à partir du moment où il y a eu cette disparition, il commence à avoir vraiment peur d'y aller. Et c'est pas à cause de la disparition. Il a peur. Il entend même des voix qui commencent à appeler son nom, donc il a extrêmement peur. Il ne veut plus y aller. Et il ne fait même pas le lien avec la disparition. C'est qu'après. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Donc, il est un petit peu triste de ne pas pouvoir aller dans la forêt, et il continue sa vie. Et un jour, et ça, c'est les années 80 ou 90. Je crois que c'est les années, peu importe, mais c'est il y a, on va dire, une trentaine d'années. Et un jour, le jeune Amérindien est en train de rentrer en voiture quand, au bord de la route, il aperçoit une créature extrêmement grande, extrêmement fine, une créature qui ressemble à ce qu'on peut appeler un rampant blanc. Donc, vraiment la peau comme un espèce de cuir très vieux, des yeux rouges, extrêmement minces. Et c'est typique du rampant blanc, de la créature de type Rake, qui a été décrit par Virgile Candeille. Et même les traces de pas, puisque ces créatures ont des grands pieds et tout ça, correspondaient aux traces de pas qui avaient été vues après, à proximité des pas du jeune homme, de l'autre jeune homme, donc qui avait disparu. Donc on voit une connexion entre le Rake et les disparitions. Lone Strickler rapporte aussi le cas d'une personne qui a été tuée par des Rake. Et c'est là où on va voir qu'il y a un autre facteur que les abductions dans les disparitions. Il faut que ça va au-delà des abductions. Il faut savoir que les créatures de type Rake sont nées de forums internet dans à peu près les années 2010. Or, cette expérience date des années 90. Donc, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Pourtant, le témoin est sincère, la disparition est absolument authentifiée. Et puis, il y a d'autres témoignages
d'apparition de créatures de type Rake, de type Slenderman aussi, qui est connecté au Rake, qui date des années 60-70. Lone Strickler en a recueilli, Tom Lyons en a recueilli, Nick Redfern en a recueilli. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et le Rake est né de forums internet, de récits de creepypasta sur les forums internet. Or, internet est connecté à des intelligences artificielles humaines et non humaines. Donc, quand on va sur internet, si ce n'est pas utilisé avec conscience et en comprenant ce qu'il y a derrière, on nourrit des formes d'intelligence artificielle humaine et non humaine. D'ailleurs, quand on regarde la technologie liée à Internet, liée même à tout ce qui est informatique, objets connectés, on se rend compte que ça provient du DARPA. On se rend compte que les technologies du DARPA proviennent du crash de Roswell, comme le montre le témoignage de Philippe Corso, mais aussi des interactions entre le CNI et les entités non humaines, qui basiquement ont donné les artefacts destinés à l'intelligence artificielle, destinés à Internet, au CMI, lors de la collaboration entre CMI et entités non humaines. Et c'est pas par gentillesse qu'elles ont donné ça, ces entités, c'est pour le consentement, pour qu'on crée quelque part notre propre prison. Philippe Corso explique dans son livre The Day After Roswell que le crash de Roswell, c'était un crash qui avait été provoqué par les entités non humaines, puisque ça aussi, c'est un jeu de ces entités de mettre en scène des crashs d'OVNI. Ça, elles le font parce qu'elles manipulent la réalité, elles manipulent la matière, elles matérialisent des choses. Ça a été confirmé du reste par, à demi-mot, par le feu Gildas Bourdet, un des plus brillants spécialistes de l'affaire Roswell, et que le crash a été mis en scène par les entités non humaines, parce qu'elles mettent en scène, ce sont des entités manipulatrices. Pourquoi elles mettent en scène? Pour nous donner des technologies, pour qu'on crée notre propre prison. C'est des cadeaux empoisonnés. Et selon le témoignage de Corso, la fibre optique, le microprocesseur, le laser sont issus de ces transferts de technologies entre entités non humaines et CMI. Ensuite, le DARPA met tout ça sur le marché. Et puis après, il y a des mythes d'inventeurs dans les garages et tout ça qui sont créés par les médias pour justement cacher cette origine non humaine. Donc, si ces technologies ont été données, c'est que c'était voulu. En gros, c'était pour qu'on crée nos propres formes d'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, c'est un élément clé du système de contrôle. Et ça, j'en parlerai justement à la conférence, du 4 janvier 2025. Donc, chaque fois qu'on tape sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, on nourrit des intelligences artificielles humaines et non humaines. Et ces intelligences artificielles génèrent des mondes qui sont habités par des entités. Et ces entités prennent une vie propre. Et sous certaines conditions, selon le travail de Nick Redfern, selon aussi le travail de chercheurs comme Rich Van Vierk et comme d'autres, je crois que c'est Rory McGrath ou quelqu'un comme ça, peu importe, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur ça. Ces entités peuvent sortir du monde des intelligences artificielles et se matérialiser dans notre réalité. Je dis bien se matérialiser dans notre réalité. Et des médiums commencent à voir que des formes d'intelligence artificielle se matérialisent dans notre réalité. Puisque
puisque la frontière est de plus en plus ténue entre le monde physique et le monde des intelligences artificielles. C'est d'ailleurs tout connecté. Donc si, et c'est là où ça va aller très loin, mais si des entités comme le Rake peuvent se matérialiser du monde des intelligences artificielles vers notre monde, est-ce que des humains ne pourraient pas être emmenés du monde physique vers le monde des intelligences artificielles et disparaître totalement? Est-ce que des disparitions connectées à des entités ne sont pas des disparitions dans les mondes des intelligences artificielles? Ça peut paraître fou, mais tout est question de vibration. Le monde des intelligences artificielles, c'est une fréquence, un octave différent qui occupe le même espace que notre réalité. Donc si un organisme humain ou animal, sa vibration change pour correspondre à celle du monde des intelligences artificielles, il passe dans le monde des intelligences artificielles. L'autre hypothèse, c'est que des personnages comme Slenderman, comme les Rake, sont des tulpas, et le fait qu'il y ait beaucoup de gens focalisés sur Internet, ça favorise la création de tulpas, qui sont des formes pensées, des croyances qui se matérialisent et qui prennent forme physique. Tulpas, du reste, sont connectés au plasma. Et tout ce que l'on imagine, que ce soit quand quelqu'un écrit un livre, quand quelqu'un écrit une rédaction, quand il y a un film qui est créé, tout ce qu'on imagine se crée dans le monde imaginal, dans le monde des idées. C'est un monde à part entière. C'est connecté au monde astral. Mais c'est pas de l'imaginaire, c'est de l'imaginal. Par exemple, des personnages comme le bossu de Notre-Dame existent dans le monde imaginal et de temps en temps se matérialisent dans notre réalité. Pourquoi? Parce que la croyance est extrêmement forte et la croyance finit par se matérialiser. C'est ce qui explique que des personnes ont aperçu Quasimodo sur le fronton de Notre-Dame, alors que Quasimodo n'existe absolument pas. Il est issu purement de l'imagination de Victor Hugo. Pourtant, des gens dignes de foi l'ont aperçu. Et ça montre bien ce concept de tulpa. Ça montre bien aussi ce concept de monde des idées. Donc, est-ce que des entités comme le Rake, comme Slenderman, peuvent se créer dans le monde des idées, sous certaines conditions se matérialiser dans notre réalité? Mais est-ce que le processus inverse n'est pas possible? Est-ce que des humains ne sont pas enlevés par ces entités et amenés dans le monde des idées? Ça peut paraître complètement fou, mais il y a des disparitions qui sont connectées à des tulpas. Tom Lyons rapporte le cas d'une jeune fille qui s'est fait enlever devant témoin par une entité de type Slenderman dans les années 70 et qui n'a jamais été retrouvée. Là aussi, il y a eu un blackout total sur l'affaire. De même, il y a des personnes il y a des disparitions qui sont connectées au Dogman, notamment dans les Appalaches. Et certains dogmens, je ne dis pas tous, mais certains sont connectés à ce monde des idées, sont connectés au tulpa. Donc, s'ils peuvent se matérialiser dans notre réalité, nous aussi, on peut se dématérialiser de cette réalité et se rematérialiser dans le monde des idées. Ça paraît complètement fou, mais tout est une question de fréquence. Et comme on est dans une fausse création, on est dans une simulation, tout cela existe, mais avec des fréquences différentes, avec des vibrations différentes. Donc, ce passage dans le monde des idées pourrait expliquer certaines disparitions. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est un truc qui est complètement fou, un concept qui est complètement fou, mais qui mériterait vraiment d'être creusé, parce que il y a vraiment quelque chose. Du reste, les anciens, ils avaient des notions sur ces concepts. Des auteurs comme Michel Ende, l'auteur allemand qui a écrit l'Histoire sans fin,
il avait des notions très clairement sur ces concepts aussi. Donc c'est des concepts, c'est des concepts qui finalement qu'on ne fait que redécouvrir à notre époque, mais pour moi c'est une réalité. Donc on voit bien que le phénomène des disparitions c'est beaucoup plus vaste que l'on peut le penser. C'est un truc qui est complètement fou. C'est quelque chose qui est multifactoriel, qui est connecté à des entités non humaines, à des dimensions parallèles, à des mondes souterrains au sens propre du terme, à des phénomènes d'abduction aussi par des entités qui viennent de dimensions parallèles, voire de la Terre creuse, ça c'est certain, mais c'est aussi connecté à des dimensions liées au monde imaginal, liées même au monde des intelligences artificielles. C'est quelque chose complètement fou, mais moi je vais où les faits m'amènent, et c'est là où les faits m'amènent. Donc vous allez me dire, mais pourquoi ces entités ont été signalées dans les années 70 ou 90, alors qu'elles ne datent que des années 2010, parce que les tulpas et les intelligences artificielles semblent être au-delà du temps, puisque le temps, c'est une sorte de manipulation des entités sans âme, c'est lié aux technologies des entités sans âme, et les tulpas sont au-delà du temps. Donc les tulpas peuvent, si un tulpa est créé à l'instant T, ils peuvent se manifester à l'instant T-10 ans ou T plus 10 ans, puisque le temps n'existe absolument pas pour eux. Et tout laisse à penser que le temps n'existe pas non plus pour les plasmas. Et ça expliquerait l'effet Mandela. Par exemple, le Skinwalker, donc une créature décrite par les Amérindiens, beaucoup de descriptions anciennes étaient des descriptions d'une créature avec des cornes de cerf et tout ça. C'est connecté au symbolisme de Saturne et tout. Et c'est connecté aux chimères. Mais quand on reprend les descriptions anciennes de Skinwalker, de plus en plus correspondent à des rampants blancs. Or avant, il n'y avait pas de description de Skinwalker comme ça. Donc, tout laisse... Et ça, du reste, des gens comme Nick Redfern avaient commencé à montrer ça en 2015-2016. Or, les anciens livres, les anciens récits amérindiens ont été décortiqués par John Keel, Charles Fort et d'autres, et ils auraient vu ces descriptions. Or, ils ne les voyaient pas. Maintenant, des chercheurs qui reprennent ces anciens récits, ces anciens livres amérindiens et autres, parce qu'il y en a dans... C'est les mêmes récits dans les différentes cultures, puisque c'est les mêmes entités, voient des entités de type Rake ou de type Slenderman qui datent de 300-400 ans. Or, avant, John Keel et Charles Fort ne les avaient pas vus. Donc, et d'autres chercheurs. Donc, ça montre bien que les tulpas, les créatures liées aux intelligences artificielles, sont au-delà du temps et peuvent carrément se matérialiser, se manifester dans le passé. C'est un truc de fou. Ça dépasse l'imagination. Et maintenant, il y a d'autres cas de disparition qui vous allez voir, vont absolument donner le vertige. Et qui, heureusement, se sont bien terminés. Donc, il y a quelque temps, quand j'avais encore la librairie du bonheur, donc ça fait, quand j'étais encore, donc ça fait bien une petite dizaine d'années, je dirais 2016 ou 2017, il y a une jeune femme qui était venue nous voir et qui avait des témoignages d'abduction, témoignages très intéressants, des scénarios d'abduction classiques, mais elle disait que parfois, elle se retrouvait dans des espèces de dimensions synthétiques, qui étaient absolument physiques, mais synthétiques, un petit peu comme dans Matrix. Donc dans Matrix, les personnages allaient dans le monde, dans la ville de New York et tout ça, et parfois ils allaient s'entraîner dans des espèces de dimensions, de niveaux synthétiques. Et il y a des dimensions comme ça, où elle disait qu'elle avait été transportée en corps physique.
Il y a un abducté anglais ou australien qui parle de la même chose. Lisa O'Hara, que j'avais interviewée il y a 2 ou 3 ans, parle de la même chose. Une autre abductée qui est en Angleterre, avec qui je corresponds, parle également de la même chose, de ces dimensions synthétiques. Autrement dit, qui sont générées par les entités sans âme, par les entités derrière les abductions, et qui sont utilisées pour les abductions. Pourquoi ? Je n'en sais rien, ça fait partie du jeu ou du plan des entités. Toujours est-il que ce sont des dimensions physiques où le temps passe différemment et qui sont comme des bulles spatio-temporelles où ont lieu des abductions. Cet abducté qui était venu donc à la boutique avait aussi expliqué que dans certaines de ces dimensions, les entités non humaines faisaient des chasses à l'humain, qu'elles relâchaient des humains et les chassaient, puis ensuite, littéralement, les consommaient. Enfin, c'est absolument abject, mais c'est ce que cette personne décrivait. Donc, au début, quand je reçois une information, je préfère la vérifier. Et ça s'est vérifié tout au long qu'il y a des dimensions synthétiques qui sont utilisées pour les abductions, qui sont des lieux physiques, qui sont des lieux où le temps passe différemment et qui sont utilisés pour des abductions. Après, d'autres abductions, l'abducté est amené dans les interunivers, dans des bases souterraines, parfois aussi même dans d'autres dimensions et tout, mais il y a ces dimensions synthétiques, ça fait partie des abductions. Or, il y a des cas de personnes qui se sont retrouvées dans des dimensions synthétiques et qui ne sont pas forcément des abductés. Par exemple, un jour, un jeune homme était chez son oncle, et puis son oncle va se coucher, et le jeune qui était chez son oncle, donc parce qu'il faisait un stage, et l'oncle habitait à proximité du lieu du stage, donc c'était plus pratique pour qu'il reste chez son oncle pour pouvoir aller prendre moins de temps pour aller à son travail. Et un jour, l'oncle va se coucher, et c'est une soirée de début d'été, donc le jeune décide d'aller faire un tour pour profiter un petit peu de la fraîcheur du soir. Quand il sort de la porte de la maison, il se rend compte qu'il est dans une grande ville avec des énormes bâtiments d'aspect vraiment futuriste et avec un aspect à la fois futuriste, mais il y a un aspect incomplet. Les couleurs ne sont pas complètes. Il y a quelque chose d'extrêmement fade. Donc là, il comprend pas où il est. Il commence à paniquer. Et puis, il essaye de rentrer. La maison de son oncle n'est plus là. Donc, faut imaginer la peur qu'il avait. Il commence vraiment à paniquer. Il commence à... voilà, je ne peux pas imaginer dans quel état il est. Enfin, si j'imagine, ça doit être terrible. Et il essaye de parler à des gens, et là les gens sont comme des machines, comme des robots. Il parle avec les gens, mais les gens ne l'écoutent pas, comme si c'était vraiment des robots. Donc il tourne comme ça pendant plusieurs heures. C'est un truc complètement fou. Il est vraiment effrayé. Et puis, d'un coup, il se retrouve devant la maison de chez son oncle. Tout a disparu et il sort. Et voilà. Mais son expérience était bel et bien physique. C'est ce qu'il décrit. Mais il se retrouve dans un endroit extrêmement fade avec des gens robotiques, comme des personnages non joueurs. Aux États-Unis,
Donc il y a une personne qui revenait et qui arrive à l'aéroport de New York. Donc il venait de faire un voyage d'affaires et c'est tout récent. Donc il est très content de rentrer pour voir sa famille. Donc il arrive il arrive de l'aéroport et il va à la gare centrale de New York, Central Station, pour prendre le train pour rentrer dans sa famille. Et puis après, il voit que le train est en retard. En plus, il est fatigué, donc il se dit, je vais faire une folie, je vais prendre le taxi pour rentrer chez moi. Ça sera plus rapide que le train, ça sera beaucoup plus confortable. Donc là, il prend le taxi. Le chauffeur de taxi est plutôt sympathique. Il y a une espèce de dialogue qui s'installe entre eux, comme on parle dans un taxi. Et il arrive à sa ville, qui est peut-être à 2 heures de New York, commence à approcher de sa ville, et soudain, tout devient extrêmement fade. Le chauffeur de taxi change complètement d'aspect. Son aspect devient ridé, et puis il y a une espèce de boom. L'homme se retrouve alors dans sa ville. Mais il se rend compte que ce n'est pas sa ville. Son lieu d'habitation est complètement une ambiance différente. Il reconnaît les bâtiments, mais les bâtiments ne sont absolument pas finis. Et c'est pas plus ancien, c'est même plus moderne, mais plus moderne, mais les bâtiments ne sont absolument pas finis. Les couleurs sont beaucoup plus fades. Il y a des choses qui sont extrêmement incomplètes. Par exemple, il y a des portes, des portes sans porte. Il y a des fenêtres, il y a des espaces pour les fenêtres, mais il y a des briques dans les fenêtres. Enfin, c'est très très bizarre. Et surtout, les couleurs sont vraiment comme totalement incomplètes. Des couleurs très très fades. Comme une peinture qui n'a pas été totalement peinte. C'est fade. Donc là, l'homme n'a même pas peur, bizarrement, et puis il essaye de comprendre où il est. Et là, il se rend compte qu'il n'y a absolument personne. Il y a des magasins, mais des magasins sans personne. Et puis même les étagères des magasins d'alimentation, il n'y a qu'un étage de l'étagère qui est construite. Donc, comme tout est incomplet, quand il comprend vraiment pas où il est, il essaye de voir quelqu'un, il n'y a absolument personne. Donc, il rentre dans une porte et il essaye de rentrer voir dans un espèce d'immeuble d'habitation. Et là, il n'y a absolument personne. Il y a des portes qui sont faites et d'autres immeubles d'habitation où il n'y a pas de porte. Donc, il rentre dedans. Et puis, il y a des fenêtres qui donnent sur nulle part, sur des murs de briques, alors qu'il y a la place d'une fenêtre. Et les couleurs sont extrêmement grises, extrêmement sombres. L'homme commence à avoir peur et bizarrement, il y a une espèce d'objet, il y a un objet métallique, un clou ou un tournevis, quelque chose comme ça, et il le prend, il sent l'envie de le prendre pour se protéger. Donc, il prend le tournevis, l'objet métallique, et puis il sort, il commence vraiment à avoir de plus en plus peur. Il n'y a personne et il sent qu'il y a un danger imminent. Et puis, il regarde le ciel, et le ciel est gris, mais un gris
très bizarre, un gris qui n'est pas fini et complètement uniforme. Il n'y a pas de nuance de gris. C'est comme le ciel d'une triste journée d'hiver, mais beaucoup un gris différent, pas de nuance, un manque de luminosité. Pour l'homme, il est dans ce qu'on peut appeler les limbes. Et là, il voit 3 personnes qui arrivent. Deux hommes d'un certain âge et un homme beaucoup plus jeune. Et ils ont des habits militaires, des tenues de pêche ou des tenues militaires, et eux semblent parler comme si de rien n'était. Et là, il essaye de leur parler. Et il y a deux des hommes qui partent, qui font comme s'ils l'ignoraient, même s'ils avaient entendu, et le jeune homme qui reste. Et les 2 hommes plus vieux disent au jeune homme, viens, de toute manière, il va bientôt revenir, lui. Lui, il va bientôt revenir. Et le jeune homme vient et lui prend le tournevis en métal. Là, tout change et l'homme se retrouve par terre, à côté du taxi, dans un champ. Le taxi a vu un accident et l'homme n'a rien. Il est quasiment indemne, à part un peu une épaule déboîtée. Et le chauffeur de taxi est assez gravement blessé, mais l'homme n'aurait jamais dû survivre, projeté du taxi, et donc quasiment indemne. Donc là, les pompiers sont là, il retrouve sa femme, et là, l'homme ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Et même les médecins lui disent, mais c'est comme si il avait été sorti du taxi et posé doucement à même le sol. Il n'aurait pas pu être dans le taxi parce que vu comme il a été éjecté, il aurait dû être complètement cassé. Il a à peine une épaule déboîtée. Donc il parle au chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi est redevenu normal. Chauffeur de taxi ne veut plus rien avoir à faire avec ça. Et comme il dit, le chauffeur de taxi avait vécu quelque chose aussi. Et donc ça, c'est une histoire qui est très intéressante parce que la première hypothèse, l'homme a vécu une NDE et s'est retrouvé dans ce qu'on peut appeler les interunivers. C'est une possibilité, mais l'homme décrit que c'était physique, que ce qu'il était encore physique dans cette autre réalité. Donc, moi, je pense que l'homme était bien encore physique dans cette autre réalité. D'autant plus que, selon les médecins, c'est un miracle et c'est pas possible qu'il avait été dans ce taxi. Donc, il n'était pas dans le taxi au moment du choc. Et l'épaule déboîtée, c'est peut-être quand il a tapé, parce qu'ils ont tapé contre une barrière avant qu'il soit éjecté. Sinon, et s'il avait été éjecté, il aurait été... De toute façon, il n'aurait pas été là. Donc en tout cas, pour l'homme, c'était physique. Et des détails laissent à penser que c'était physique. Et si on prend de ce point de vue-là, on commence à constater qu'il y a des éléments très bizarres, notamment ces couleurs ternes, notamment ces bâtiments non finis, les étagères non finies. Dans le récit que j'ai donné avant du jeune homme avec son oncle, les gens qui sont comme des robots. Or, qui dit robot, dit vraiment personnage non joueur. Qui dit chose non finie, couleur terne, dit dimension synthétique, un petit peu comme un jeu vidéo, quand la programmation n'est pas finie. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des dimensions synthétiques qui sont créées par les entités sans âme, mais de très grande taille, entre guillemets, même s'il ne faudrait pas parler de taille, et que certaines personnes disparues ne sont pas enlevées, reprogrammées, pour ensuite continuer à vivre dans des dimensions synthétiques, et que la plupart ne se rappellent pas de leur dimension d'avant. C'est une possibilité. Et pourquoi les entités font ça? Ça peut être un jeu pervers, une expérimentation. Mais il est possible que certains humains disparus
soient enlevées de cette dimension, de cette timeline, d'autres timelines, et replacées dans des timelines synthétiques, des dimensions synthétiques, pour ensuite les repeupler. Ça peut faire partie d'une expérimentation. Et si les entités peuvent faire des dimensions synthétiques où elles mettent en place des chasses à l'homme, comme disent les abductés, des abductions et des abductions, elles peuvent très bien mettre en place des dimensions synthétiques de grande taille, des timelines synthétiques de grande taille, et qu'elles repeuplent ensuite avec des humains qui sont enlevés d'autres dimensions ou d'autres timelines. Donc ça, bien évidemment, c'est absolument abominable, et ça fait partie du jeu pervers de ces entités. Et ça pourrait expliquer, cette notion de dimension synthétique peut expliquer pourquoi tout n'était pas fini, parce que tout était en train d'être programmé. Et on sait que les entités sans âme utilisent des timelines synthétiques. Par exemple, la chute de la Tartaria, ça a été connecté à la mise en place d'une timeline synthétique qui a remplacé la timeline originelle, la Tartaria. Donc les entités peuvent très bien mettre en place, programmer des dimensions synthétiques et ensuite enlever des humains, des animaux, d'autres dimensions pour repeupler ces dimensions synthétiques. Et ça fait vraiment partie du jeu absolument abject, absolument abominable des entités sans âme. Et si une personne, pour une raison ou une autre, ne convient pas à la dimension synthétique, elle est ramenée dans notre dimension. Et symboliquement, le passage de la dimension synthétique ou de la timeline synthétique à notre timeline peut ou se faire selon le bon vouloir des entités sans âme, sans que la personne se rende compte de rien, ou peut se matérialiser par un accident, un événement violent, d'où l'accident. Et on peut penser qu'avec la Tartaria, c'est pareil, cette espèce de mise en place de dimensions synthétiques, cette espèce de reset, s'est manifesté par un cataclysme. Or, certains resets sont beaucoup plus discrets. C'est au bon vouloir des entités sans âme. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une connexion entre certaines disparitions mystérieuses et des dimensions synthétiques mises en place par les entités sans âme? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à creuser et que je vais continuer à creuser dans différents podcasts. Donc, on peut penser que les disparitions mystérieuses sont multifactorielles. C'est même une certitude absolue. Certaines sont connectées au satanisme et tout ça. Ça, on en a déjà parlé. D'autres sont connectées aux abductions et aux humains qui sont emmenés dans des bases souterraines, parfois dans d'autres dimensions, et qui sont échangés entre entités, puisqu'il y a tout un trafic d'êtres humains entre les dimensions. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. D'autres sont aussi connectés à des passages dans des dimensions dans le sens conventionnel du terme, mais certaines disparitions, c'est encore plus mystérieux. Certaines peuvent être connectées à des passages dans les dimensions des intelligences artificielles, puisque si les créatures des mondes des intelligences artificielles peuvent se matérialiser dans notre réalité, c'est complètement possible qu'un humain soit dématérialisé de notre réalité et rematérialisé dans le monde des intelligences artificielles. D'autres disparitions mystérieuses peuvent être liées au jeu des entités, aux expérimentations des entités sans âme, qui cherchent à peupler des dimensions synthétiques qu'elles génèrent. Je ne dis pas créer, je dis qu'elles génèrent parce que ce sont des imitations de nos créations. En tout état de cause, beaucoup de disparitions font partie du jeu pervers de ces entités sans âme et font partie d'une expérimentation de la part de ces entités sans âme, qui expérimentent sur nous comme des informaticiens expérimentent sur des simulations. Sauf que dans la simulation, c'est nous, c'est les animaux, c'est les végétaux, c'est des êtres vivants. Et les entités se nourrissent de cette énergie
lié à l'expérimentation, à la souffrance. C'est ce qu'on peut appeler le louche. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se créer son propre bonheur, puisque ces entités, déjà, elles utilisent le fait, notre ignorance pour nous manipuler. À partir du moment où l'on prend conscience de ces entités, elles nous impactent moins. Et ça, c'est très logique, puisqu'on crée un espèce de contre-égrégore à ces entités. C'est pour cela que l'information est très importante. Le problème, c'est que personne ne veut parler d'entités. C'est vraiment tabou, ou en tout cas, tout est rendu, tout est beau, tout est rose à cause du New Age. Donc, c'est pour ça que c'est très très important de s'informer. Et la bonne information, c'est celle, bien évidemment, qui résonne avec nous. Comme tout ce qui a été dit ici, ça ne résonne pas avec vous, c'est vraiment à laisser. Donc l'information, c'est une clé absolue. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ensuite, c'est d'utiliser nos pouvoirs créateurs pour créer individuellement et collectivement une réalité qui vibre au-delà de ces entités sans âme. Ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Ça passe vraiment par être dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour au quotidien et se créer son propre bonheur par des choses simples. Prendre un verre avec un ami, aller voir un bon film en étant conscient bien évidemment de ce qu'il y a derrière le film, en lisant un livre, en faisant une promenade avec un ami, en allant dans la forêt, même au contact de la nature, peu importe, c'est se créer son propre bonheur pour qu'on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Ensuite, c'est transmettre notre bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité, un canevas de réalité incompatible avec la fausse création des entités sans âme, pour qu'on crée une réalité humaine. Et nous, on peut élever notre vibration quasiment à l'infini parce qu'on a une connexion divine, mais les entités sans âme ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain point parce qu'elles n'ont pas de connexion divine. Donc, plus que jamais, la solution, c'est notre pouvoir créateur. Et c'est aussi l'information parce qu'on crée des contre-égrégores. Et c'est ce que les Damgardes expliquent, c'est que en informant, on met les choses en lumière et ça réduit l'impact de la manipulation. Et c'est pour ça que c'est la clé, c'est vraiment la conscience et nos capacités créatrices. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.